Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine En toute vérité. Ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Adélard Koufi, cadre de l'opposition politique. Bonsoir, Monsieur Adélard Koufi. Bonsoir, Monsieur Sanga. Bienvenue sur ce plateau de Kyondo Télévision. Merci beaucoup. Héritier Maïla, bonsoir. Bonsoir à M. Koufi, bonsoir également à ceux qui suivent le magazine En toute vérité. Bonsoir, Héritier. Mesdames, Messieurs, avec notre invité, nous allons parler d'abord de son appartenance politique. Comme vous le savez peut-être, il était le président fédéral de l'UFC, parti cher à l'honorable Kengo Wandondo. Il a eu à démissionner. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à démissionner? Nous allons le savoir dans ces magazines En toute vérité. Comme vous le savez aussi, l'actualité en République démocratique du Congo ces derniers temps reste dominée par la tenue d'un dialogue politique. Nous allons avoir sa position dans ces magazines et tant d'autres questions d'actualité vont intervenir dans ces magazines avec notre invité, Monsieur Adélard Koufi. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous étiez le président fédéral ou provincial interfédéral, bien entendu, compte tenu de la configuration actuelle de la province, bien entendu de l'UFC, parti cher à l'honorable Kengo. On vous voyait vent en poupe, à gauche et à droite, défendre le projet de société ou soit la vision de l'UFC. Du coup, on n'a pas compris, vous avez démissionné. Bon, quelles sont les motivations? Merci beaucoup, Monsieur Alfred. Monsieur Sanga. Monsieur Sanga, excusez-moi. Monsieur Sanga, excusez-moi de massacrer votre nom. N'empêche, allons-y. Oui, avant toute chose, comme vous le dites là, je crois que c'est mieux de parler d'abord de mon ancienne appartenance politique à l'UFC, évidemment. C'est vrai qu'on a évolué comme président interfédéral, vous avez eu l'occasion de le dire. À un moment donné, ça c'était depuis 2008 d'abord, nous avons eu des relations avec M. Kengo. Là, il n'y avait pas encore de l'UFC à ce moment-là. D'accord. Je l'ai vu en personne, il a fait appel à moi et c'était après avoir réalisé un pas de géant. Donc je parle de moi-même à ce moment-là. J'ai essayé de faire un inventaire dans la classe politique pour voir à l'époque, donc, nous sommes là en 2008, pour voir, je pouvais marcher avec qui. Effectivement, je suis arrivé à jeter mon dévolu sur sa personne. Étant donné son expérience, étant donné sa rigueur, pour ne pas parler en termes de régularité même, et ça, il m'a intéressé pratiquement. C'est ainsi que j'ai commencé par mettre sur pied un mouvement dénommé URAC, Union des Républicains Amis de Kengo Wandondo. Ça, c'est l'œuvre de mon imagination pratiquement. Et j'ai eu par ma petite poche à implanter ce mouvement-là dans 9 provinces à l'époque. 9 provinces pratiquement. Et les choses allaient très bien. Qui n'a rien à voir avec le parti politique. Non, ça c'est pratiquement, on peut dire que c'était une ASBEL en quelque sorte, une structure d'appui. Lui-même a eu vent de cela, juste quand ce mouvement est arrivé à l'Équateur, vers la fin. Arrivé à l'Équateur, ses amis d'enfance, ses amis avec qui il a évolué dans la diplomatie, de tous ces Mobutis, ses amis même de l'Équateur, ses amis avec qui il a évolué à l'ULB, Université libre de Bruxelles, là où il a passé tout son temps. Tous ces gens l'ont appelé, mais Monsieur Léon, vous venez déjà de créer un parti politique et nous-mêmes, nous sommes là en tant qu'amis, nous sommes informés de rien. Il leur dira, je l'apprends comme vous. Il s'agit d'un monsieur d'origine katangaise, évidemment. 2 fois katangais originaire de Congolo, et puis, disons, 2 fois congolais originaire de Congolo, et puis congolais originaire de la République démocratique du Congo. Vraiment. Alors, il était intéressé, il a dit non, ce qu'il faut, c'est adhérer seulement. Puisque moi-même, je suis obligé maintenant de faire appel à ces jeunes hommes pour qu'on essaie un peu de causer, puisque ça n'arrive pas tous les jours, surtout lorsqu'il s'agit d'un Katangais. C'est ainsi qu'il m'a envoyé un billet, je suis allé à Kinshasa, les rencontrer, on a causé pratiquement, il m'a reçu avec beaucoup d'honneur possible. Et il a dit, j'appuie totalement ce mouvement, puisque pratiquement vous avez réussi à me scier les côtes, pratiquement. Et après, l'année après, c'est ainsi que, vers 2006 maintenant, il m'a appelé pour dire, voilà, avec le prouesse que vous avez réalisé sur le terrain, ça vous vaut cette étiquette. C'est laquelle? C'est membre cofondateur de l'UFC qui venait de naître, et j'ai évolué de cette façon avec la mission de venir maintenant implanter le parti au Katanga. Mais arrivé au Katanga, mon frère, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, vous savez,
lorsque le moyen ne suit pas en matière politique, je crois qu'il ne faut pas s'aventurer. Le même scénario, on s'est donné corps et âme pour le parti, tout ça, mais on n'arrivait pas à recevoir quelque chose. C'est ainsi qu'on est arrivé maintenant à une sorte d'inadéquation entre les nombres sans cesse croissants d'adhérents et le manque de moyens. Et finalement, il y a eu de quoi maintenant développer des stress au risque de mourir et laisser les enfants. Voilà pourquoi je l'ai surpris pratiquement après 45 jours passés avec lui à Kinshasa. Je voulais démissionner sur place, les gens m'ont conseillé, c'est ainsi que je fais. Je suis rentré à Lubumbashi rapidement et je lui ai écrit pour dire que non, en tout cas, je viens de démissionner. Ce sont là les raisons. Donc, pratiquement, pratiquement un problème de moyens. Un problème de moyens. Un problème de moyens. Vous savez, mon frère... du niveau central. Oui, mon frère Sanga, le parti politique nécessite des moyens. Et des moyens colossaux. Lorsqu'on n'a pas de moyens, moi je conseillerais à nos amis là qui sont en train de créer des partis politiques qui poussent comme des bambous, comme des champignons, je vais leur dire tout simplement de préférer, d'opter peut-être pour l'agriculture. Puisqu'avec l'agriculture, on va peut-être emprunter les semences et on met sous terre, à un moment donné on produit, on retourne ce qu'on a emprunté et ça sera déjà le décollage. Voilà, je crois qu'un parti politique sans argent, c'est une aventure de mauvais goût. Si je peux bien comprendre, sur le plan idéologique, vous n'êtes pas en divergence avec M. Léon Kengo-Andondo, mais c'est sur le plan moyen seulement. Pas du tout, mais je sais que, vous savez, la politique est dynamique, hein? La politique n'est pas statique. Mais avec le temps, je sens qu'il y avait quand même des nuances par-ci, par-là, même quand vous nous receviez dans certaines émissions, on sentait que il y avait des causes qu'on défendait et qu'ailleurs, là, ces causes étaient tout à fait normales. Mais ici, nous voyons cela de mauvais oeil. Et pratiquement, bon, ce sont des petites choses qui arrivent même au sein d'un parti, dans le pays de vieille démocratie, au sein d'une même organisation. Je crois que les avis divergent toujours. Hein, et ça fait partie de la démocratie. Je ne voudrais pas vraiment insister là-dessus. Mais c'est quand même étonnant, M. Koufi, vous qui avez créé même une structure d'appui, donc parce que vous étiez bercé par la vision de Kengo-Andondo, dans la personne même de Kengo-Andondo, et que, bon... sa forte personnalité. Effectivement, oui, donc ça veut dire que sur le plan idéologique, vous avez adhérer pratiquement à sa vision et du coup, pour un problème de moyens, vous dites que vous décidez de rompre ce mariage. Effectivement. D'ailleurs, en vivant au genou de M. Kengo-Andondo, j'ai profité de beaucoup de choses. Kengo a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons quand même une petite notoriété de rien du tout. Modestie oblige, mais c'est grâce à ce monsieur. Vous savez, quand vous vivez à côté d'une grande personnalité, c'est trempe. Autre chose que je voulais souligner, c'est peut-être la jalousie aussi. Vous savez, il y a des gens qui ont, pour avoir peut-être géré du temps de Mobutu, je parle de son entourage évidemment, on sent qu'il y a de ces gens-là qui souffrent d'une certaine maladie que j'ai baptisée la suprématose, ou même la supériorirose. Ça veut dire quoi? Ça signifie tout simplement on se considère comme supérieur, comme suprême, supériorirose, suprématose, c'est la même maladie. Et là, on pense que les autres personnes qui viennent d'ailleurs, là, ne valent pas grand-chose. Et ce sont des gens qu'il faut écraser, tout ça. Quand bien même, je suis l'artisan de la première heure, mais bon, il y a de cela, de l'entourage de M. Kengo, les gens proches, très proches, évidemment, proches même de par la région, la province, etc., qui ne digéraient pas ça, le fait d'être à côté de lui à tout moment, même à tout moment là, j'étais pratiquement un enfant chéri. Ça n'a pas arrangé beaucoup de gens. C'est ainsi que même aujourd'hui, le vieux demande nécessairement petit rentre au bercail. Et je me suis dit, bon, je vous laisse un peu vivre avec les autres. Ok, héritier Maïla. Alors, M. Koufi, j'aimerais un peu que vous puissiez dresser vous-même votre bilan. Vous avez dit que les moyens ont manqué quand vous étiez à la tête de l'UFC ici au Katanga. Est-ce que vous pouvez quand même dire que votre mandat ou bien votre bilan a été positif? Mon bilan a été, je dirais même largement positif. Je ne suis pas imbu de moi-même, puisqu'il faut voir. Je l'ai stigmatisé ici dans ma petite introduction. C'est quoi? C'est que nous nous sommes rendus compte à un moment donné qu'il y a eu beaucoup d'adhérents. On était sur, je vous dis, à un moment donné, débordés. Dans le Tanganyika, dans le Lualaba, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'appeler. Vous
conviendrez avec moi que l'UFC n'existe plus depuis mon départ. Vous comprenez? Donc, les gens ont senti qu'on avait quand même affaire à quelqu'un. Donc, ce que je suis en train de faire, ce sont des fleurs. Je ne voudrais pas ici les jeter à moi-même. Je voudrais considérer cela comme étant les résultats de l'ensemble des collègues avec qui on a travaillé, des grands professeurs, notamment les Fiam Abitambile, beaucoup de gens évidemment, le professeur, disons, monsieur honorable Mamboué de la GECAMINE, etc. Donc nous avons réalisé l'essentiel et aujourd'hui, au stade actuel, le président Kengo lui-même a fait ça pendant ses séjours ici, ces différents séjours, pratiquement, surtout lorsqu'il est venu en campagne. Il a senti lui-même que non, il y avait des gens qui m'aiment bien, même si je ne suis pas de cette province, les gens qui se sont battus bec et ongle pour que l'UFC puisse aller de l'avant, sans intérêt aucun. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, je sais qu'il est en train de regretter amèrement, mais nous avons atteint le point de nos retours. Comme nous l'avons dit devant la presse, on ne sera pas rentré, on ne sera plus retourné. Alors, vous avez finalement décidé de laisser tous ces gens qui étaient derrière vous dans la rue, parce que vous les avez amenés nulle part. Bien sûr, bon, effectivement, ils sont libres d'adhérer à n'importe quel parti, mais l'évidence est telle que ce sont des gens qui nous font confiance, qui sont conscients que dans les tout prochains jours, M. Koufi va nous traîner quelque part, donc ils comptent sur notre leadership, et ils sont là. Ils sont là, ils sont très nombreux, qui nous appellent de partout, et qui comptent encore sur nous. Et c'est là que je suis en train de remercier, de bénir Dieu, puisque ça me fait du bon mon cœur et ça me permet de découvrir un peu un petit leadership qui est caché à moi. Je dis bien un petit leadership. Monsieur Adelar Koufi, à ce sujet, vous ne trouvez pas que vous étiez beaucoup plus extrémiste en prenant cette décision, comme on venait de le dire, que M. Léon Kengo Andondo vous a rappelé pour vous dire que non, il y a des problèmes dans la famille, on peut traiter, on peut être un interne et chercher à recadrer les tirs. Il me semble qu'en politique, lorsque vous faites un pas en avant, c'est toujours difficile de pouvoir reculer. Regardez encore en arrière. Il me semble, je dis bien. Je crois que la décision, je lui ai dit d'ailleurs, après quand il a appelé, il m'a donné rendez-vous qu'il faut rentrer sur Kinshasa. Je lui ai dit, président, je ne saurais pas le faire. J'ai pris une décision responsable. Vous savez, en politique, je reviens encore, c'est ce que j'étais en train de dire. Quelle que soit l'ampleur ou la quintessence, la valeur de votre décision, si vous la prenez, sachez la conserver, sachez la respecter. Je crois que ça fera de vous peut-être, ça va ajouter une dose de personnalité sur vous, hein, plutôt que de vaciller. Quand on prend une décision, c'est ça même la personnalité. On peut même regretter pour avoir pris une décision quelconque, mais c'est mieux de faire de cette décision, peut-être mienne, puisque je parle de moi-même, mais c'est comme ça. Mais je ne dirais pas pour autant que je suis en train de regretter, non. Je suis libre, j'évolue et je sais que on ne sait jamais. Vous savez, quand il y a une sorte de jalousie maintenant qui a envahi une organisation quelconque, on sent que non, celui-là, un petit qui vient d'une autre province, qui est devenu pratiquement très proche du leader, qui pouvait se permettre n'importe quoi, qui pouvait, à tout moment, il était reçu, même à l'aéroport, même quand il pouvait se retrouver à l'hôtel, il sait que celui-là, pratiquement, l'hôtel est bien gardé par des militaires. Ceci, à tout moment, on vous visite pour savoir est-ce qu'il y a un problème et tout ça. Moi-même, c'était la première fois que je me suis rendu compte que je vaux quand même quelque chose, mais la décision est tombée. Donc lui, concrètement, il vous gâtait bien. Il me gâtait bien, c'est sur le plan de l'amour d'un père vis-à-vis de son fils. Mais le problème ça ne suffit pas. L'entourage, et puis le moyen. Il pouvait s'adresser à quelqu'un pour libérer, par exemple, ce moyen-là. Mais on ne veut pas. Il dit, ça sera une façon encore d'enrichir ces jeunes hommes, d'enrichir ces messieurs, de les rendre plus populaires, comme il est enfant chéri d'un grand leader, d'une grande personnalité. Je pense que c'est une façon aussi de couper cet élan, et surtout puisque même entre nous, il y avait des dires dans ce sens-là, comme quoi on a tout fait lors de l'arrivée, par exemple ici, on a tout fait. On a remarqué qu'il y a beaucoup de crocs en jambes qui ont été pratiquement des pots de banane qui ont été jetés sur votre passage, mais vous vous êtes tiré d'affaire. Ça signifie quoi? Et là, on vous félicite. C'est aussi une partie des gens qui sont tout autour, dit ah, en tout cas, vous êtes tiré d'affaire. On ne pouvait pas s'imaginer, étant donné ce qui s'est planifié déjà et ce qui était fait.
Oui, d'accord, alors, M. Koufi, un enfant chéri qui quitte quand même son père, est-ce que ce n'est pas une trahison? Pas du tout. C'est un modèle de courage politique, à l'instar du courage manifesté par le G7. Nous devons dire la vérité. Kengo, c'est un système. Un système, c'est un tout constitué de plusieurs éléments en interaction, de telle sorte à ce que si un élément ne joue pas indubitablement son rôle, c'est le tout qui subit un coup. Donc, moi, je n'étais qu'un maillon, Kengo, c'était maillon, mais l'ensemble de tout le monde, de tous ces ministres-là, et évidemment, chacun dans la sphère de ses attributions constitue un maillon. Mais alors, si vous estimez que vous pouvez bien traiter avec le père, et que les autres, là, ne voient pas ça de bon oeil, je crois qu'il faut réfléchir autant de fois possible. Mais ça fait quand même un temps, M. Koufi, M. Adelar Koufi, donc jusqu'à présent, vous n'avez pas encore choisi une autre famille politique. Pas du tout, je suis là seul. J'évolue en solo, pour utiliser les jargons des artistes. Et ça me fait du bien. Et c'est difficile. Pas du tout. C'est difficile, il faut appartenir à une famille politique pour... Ça va venir, les choses. Ça va venir, je suis sûr. Soyez tranquille, dès que ça sera fait, je crois qu'on fera appel à vous. Vous serez parmi les premières personnes, étant donné le rôle que vous jouez, à être tenu informé. De toute façon, ça va venir, mais on évolue d'abord de cette façon-là. Et je pense que je suis fier de ça. Pourquoi? Puisque évoluer des fois librement, sans contrainte, c'est une bonne chose. Je viens de le découvrir. Et dans l'autre côté ou dans l'opinion, on vous annonce déjà du côté de la majorité présidentielle, comme on a l'occasion de vous avoir, vous pouvez quand même on a eu à le dire, même les jours de la démission. Je crois que les journaux de Kinshasa en ont parlé longuement, beaucoup de maisons de presse en ont parlé, que nous voilà, puisque cette situation a été vite récupérée. C'est ça le rôle de la presse. Moi-même, je n'en revenais pas. C'était totalement médiatisé à Kinshasa, même les chaînes officielles et tout ça, même ailleurs, tout ça, en dehors du pays. Donc, beaucoup de chaînes en ont parlé et on m'a annoncé, comme vous le dites, comme étant quelqu'un qui a mordu à l'hameçon de la majorité présidentielle. Beaucoup de maisons de presse ont fait état de ça. Mais je vous dis sincèrement qu'il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Moi, je ne peux pas m'offrir le luxe d'aller jouer à ce combat ici, d'aller mordre l'hameçon de la majorité présidentielle. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je le dis 3 fois de plus, je ne peux pas. Alors, si vous permettez, un opposant indépendant, ça veut dire quoi finalement? Non, un opposant. Je vous dis que je suis dans une phase où je suis en train de me reconstituer. Évidemment, c'est toujours bien d'évoluer dans un parti politique quelconque. Seul comme ça, il faut le reconnaître, on ne fera rien du tout. Mais au moins, j'ai dit, c'est une période qui va passer et qui va passer. C'est passager. Ça va passer, le moment venu, je vous dirai quoi. C'est vrai qu'on a été sollicité par bon nombre de partis politiques, mais laissez-moi vous dire tout simplement que, mais même s'il faut adhérer à un parti politique, ça ne sera qu'un parti politique qui combat énergiquement le régime en place, qui va militer pour la restauration évidemment, la protection des valeurs démocratiques qui sont en train de subir les coups. Parce que mine de rien, vous devez savoir une chose, qu'aujourd'hui, sous Kabila, la RDC passe pour l'un des pays l'un des pays qui occupe le sommet de pays, évidemment, le plus démocratophobe de la planète. Alors nous sommes là, il faut nous battre aujourd'hui, il faut continuer à nous battre pour la démocratie. Or, selon une certaine opinion, on estime que donc, vous êtes en train de faire les yeux doux à certains partis politiques appartenant au G7. S'il faut faire les yeux doux, en bonne et due forme, par le travail que nous sommes en train de réaliser, ça ne fait pas un pli, ça ne casse pas les carreaux. Évidemment, c'est quoi? Le problème, c'est de vendre notre personnalité. Notre personne, si vous voulez. Il faut vendre ça. En politique, c'est ça. C'est ça le marketing politique que nous sommes en train de faire. Si tel, X, Y, tout ça, ce que nous sommes en train de faire, si ça peut trouver un écho favorable dans son chef, et ça fait du bien, ça fait du bien. Même ici où nous sommes, nous savons que nous avons comme des partis, nous voyons déjà, nous avons quand même des personnalités. Et dit si aujourd'hui on est allé avec tel, pratiquement on va faire une très belle carrière. Nous le savons. Donc ça veut dire que quand bien même vous appartiendrez à un tel parti politique de l'opposition, le jour qu'il y aura un problème des moyens, Adelar Koufi dans sa stratégie va claquer la porte encore. Pas du tout mon cher, c'est un problème de responsabilité. Vous savez, c'est différent. Je sais que les partis politiques n'ont pas de moyens ici, dans ce pays. Mais alors il ne faut pas manquer même les rudiments
Là, ça ne va pas. C'est pourquoi j'ai dit, autant aller faire le champ à ce moment-là. Le rudiment, les dossiers, même les cartes, même les drapeaux et tout ça, tout vous devez faire de vous-même. Ça, avec les habits, évidemment. C'est ça, les partis politiques vivent des cotisations et d'autres élèves de ses membres. Évidemment, évidemment. Et dans mon parti, mon ancien parti, l'UFC, je crois que tout ce que nous avons fait, ça dépassait un peu le seuil du tolérable. C'était outré, pratiquement. C'était trop. On pouvait disposer des moyens, mais on ne les fait pas. On vous promet, on ne les fait pas. Mais il y a des gens qui viennent de partout et tout ça, hein, de l'intérieur, etc. Donc, je sais pas moi, le portefeuille de la maison a subi un coup fatal. Les enfants ont besoin d'étudier quand même avec le peu de moyens que le Seigneur met à notre disposition, mon frère. On ne va pas tuer les enfants à cause de... Donc le problème c'est ça. Si on pouvait faire ça et qu'on devait avoir aussi à droite et à gauche, ne serait-ce que le minimum, je crois que le problème ne se poserait pas. Oui, et une dernière question, Monsieur Adela Koufi, vous ne voyez pas que vous êtes finalement en retard par rapport à ce qui se passe sur le terrain dans notre pays. Il y a déjà presque 2 camps dans l'opposition. Il y a actuellement le Front Citoyen 2016, il y a aussi l'autre camp qui se dit des patriotes. Vous, finalement, on va vous situer de quel côté? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'on puisse se retrouver quelque part? C'est la question qu'il faut se poser. Je l'ai dit ici que même en évoluant comme ça, ce qui compte, ce sont c'est mes opinions à moi. Ce que je suis en train de livrer. C'est ce qui valent beaucoup plus. Vous pouvez être dans un parti politique, mais on ne vous permet même pas de parler. Ça peut arriver. Vous êtes là, vous êtes étouffé. Mais pour le peu de temps ici, je crois que c'est mieux de faire voir ce dont nous sommes capables. Même si vous allez dans un parti politique et qu'on vous mettez quelque part, dans les fourrières, quoi. Et à ce moment-là, on sait au moins que non, c'est quelqu'un qui s'est battu bec et ongle. Il a extériorisé ce qu'il pense, politiquement parlant. Mais vous risquez d'être en retard. Retard par rapport aux enjeux, je suis actif. De l'heure. L'opposition est scindée en deux, comme Héritier Maïla vient de le dire. L'opposition, pour vous apaiser alors, j'ai trop de sympathie vis-à-vis de nos amis de G7. Trop de sympathie, de par ce qu'ils font. Voilà. Ça, c'est encore la sympathie. Vous comprenez? Vous y arrivez, donc. Non. J'ai trop de sympathie vis-à-vis de nos amis. C'est pourquoi vous voyez même dans mes prises de position, puisque ce qu'ils sont en train de faire, de déclarer tout ça, leur prise de position, depuis qu'ils ont claqué la porte à la fameuse majorité qui est en train de voler et d'aller à volo aujourd'hui, et permettez-moi que je vous dise que j'ai salué ce courage politique, j'aime ce qu'ils font, j'aime leur prise de position, ça me fait du bien, et je pense que c'est un modèle, disons, de courage politique qu'il faut saluer. Bon, si ce n'est pas un secret, G7, c'est une plateforme. Oui. Quel parti politique exactement? Non, là, je n'ai pas encore levé l'option en faveur d'un quelconque parti. C'est une plateforme, j'aime bien ce qu'ils font ensemble, et c'est bien, j'aime ça. Merci bien, M. Adela Koufi. Cela nous permet d'aborder le deuxième point de ces magazines. Il s'agit bien de la question du dialogue qu'a convoqué dernièrement le chef de l'État. Jusqu'à présent, on attend la tenue effective de ces dialogues, bien entendu. Vous, en tant qu'acteur politique de l'opposition, est-ce que vous pouvez rappeler à l'opinion votre position par rapport à ces dialogues? Merci bien, M. Sanga. S'il faut commencer par le commencement. Le dialogue en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Le dialogue nous permet de régler les conflits, nous permet de relier le point de vue, les divergences, de ramener quand même tout le monde à voir les choses dans le sens de la marche. Mais la manière dont le dialogue est convoqué, la manière dont le dialogue est conçu dans ce pays, c'est ce qui inquiète plus d'un observateur, mon frère. C'est ce qui inquiète plus d'un observateur. Nous avons un dialogue truffé déjà au départ de certains pièges. Un dialogue où on veut tout simplement faire boire à l'opposition, à la société civile, à la population tout entière, le calice d'une certaine forfaiture, des échecs, si vous voulez. On a eu tout le temps d'organiser, on a eu tout le temps de pouvoir mobiliser des fonds, puisque soit le nœud du problème, c'est quoi?
ou la pomme de discorde, c'est quoi? C'est les élections. On a eu tout le temps de le faire, mais on ne voulait pas le faire. Pourtant, on l'avait fait aussi le mandat passé. On l'avait fait avec une contribution, un apport du gouvernement même, de l'ordre, je peux estimer, à plus de 90%. Est-ce que le budget a changé? Pas du tout, c'est le même budget. Mais pourquoi aujourd'hui on ne pourra pas aussi rééditer cet exploit? On applique la politique de la terre brûlée. On applique cette politique, pourquoi? Puisqu'on sait qu'on est à la porte des sorties. Et qu'on ne veut pas maintenant lâcher du lest. On ne veut pas lâcher le pouvoir. D'où il faut ramener tout le monde. Ramener tout le monde. Le dialogue revêt maintenant la forme d'une démarche quelconque, machiavélique du reste, qui consiste à ramener tout le monde pour essayer maintenant d'indiquer, si vous voulez, un chemin quelconque qui est tout à fait en faveur même du pouvoir. On vous ramène comme des petits enfants tirés par le verre du nez et on vous met ensemble et avec un piège. Le sous-bassement, c'est quoi? C'est pour que vous puissiez cautionner tous ensemble cette glissade. Vous puissiez crédibiliser cette voie qui du reste est acceptée et disons est réfutée par les gens. Or, jusqu'à preuve du contraire, donc en suivant les acteurs politiques de la majorité présidentielle, et même le chef de l'État a l'évoqué dans son message à la nation, que donc c'est pour permettre qu'on puisse organiser des élections apaisées dans ce pays. Les élections apaisées, on a eu tout le temps de le faire. Parce qu'en 2006... Parlons d'abord moyens. Pour qu'il y ait organisation des élections, ça suppose quand même les moyens. C'est le moyen qui font défaut aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le pays manque réellement de moyens? Je vais vous donner un exemple. Le chef de l'État vous dit dans l'un de ses deux derniers discours ici qu'il reconnaît que la mobilisation des recettes est tout à fait faible dans ce pays, ce qui ne peut pas nous permettre d'organiser les élections. Et d'autre part, les partenaires, comme notre budget dépend beaucoup plus de partenaires de l'extérieur, d'autre part, comme si cela ne suffisait pas, il refuse maintenant à ce qu'il ne voulait pas vraiment qu'il y ait apport de l'extérieur, des partenaires extérieurs, avec le risque possible d'impacter maintenant, d'influencer la marche électorale. On veut à la fois une chose et son contraire. Ça signifie qu'on veut vraiment aller au dialogue? Pas du tout. Et comme si cela ne suffisait pas. Il nous dit encore, non, écoutez, il envisage, il préconise quand même, ou il lève une option au profit ou en faveur des élections d'une démarche moins coûteuse. Ça signifie quoi? Automatiquement, il touche à l'article 220 ici. Une démarche moins coûteuse, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on veut changer tout ce plan de la Constitution, on veut changer le mode de scrutin. Ça, c'est ce que nous appelons un coup d'État constitutionnel de la part du président de la République. Or, quand il dit, il continue la logique quand même, il a dit que donc, il faudra que nous puissions organiser les élections moins coûteuses, conformément à l'article 47 de la loi électorale. Là, on peut organiser un mode de scrutin, soit de bulletin sur papier ou soit électronique. Monsieur Tout ça, vous acteurs politiques, vous devez en discuter au cours de ce dialogue. Monsieur Sanga, prenons un peu du recul. Ça fait bientôt, là, il est fait mandat, le chef de l'État. Exact. Mais pendant les 4 ans ici, il y avait un montant, à tout moment, là, il y avait un montant qui était placé sur le compte de l'organisation des élections. Et ici, je voulais vous dire tout simplement que l'organisation des élections, c'est une question quasiment cyclique dans des pays qui se respectent. Même la petite Zambie ici, passez-moi le terme. Nos voisins, c'est une question quasiment cyclique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous prêtez serment, les secondes qui viennent, vous commencez déjà à songer à préparer maintenant le départ. À préparer je ne sais pas moi, puisque l'idéal c'est quoi? C'est que nous sommes en train de chercher, c'est l'alternance au sommet de l'État. Et l'alternance se prépare à partir du moment où vous terminez, vous prêtez votre serment, et dès que vous descendez de la tribune, vous rentrez chez vous, les préparatifs de cette alternance commencent. Pourquoi on ne l'a pas fait? Aujourd'hui, nous sommes maillot blanc, nous sommes champions en mal-gouvernance, couplé je ne sais pas moi, mal-gouvernance, couplé d'impunité dans ce pays. Vous savez que, je vais vous informer si vous ne le savez pas, je me rappelle d'ailleurs comme si c'était hier, il y a eu, lors de la reddition des comptes ici au Parlement, disons, à ces services, c'est quoi, la Cour des comptes, lors de la reddition des comptes,
On s'est aperçu avec le budget passé ici qu'il y a eu 1 milliard de dollars qui est marché sur le budget, mais qui s'est volatilisé pratiquement dans la nature. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas une procédure judiciaire pour nous faire voir d'où est parti ce montant colossal. 1 milliard. Or, les élections pour organiser aujourd'hui, ça nécessite quoi? Pratiquement, c'est le 1 milliard là. Même s'il faut ajouter 200. Une façon de vous faire voir qu'on n'a nullement pas l'intention de pouvoir organiser les élections dans ce pays. Puisqu'on s'est senti qu'à un moment donné, que non, on est pratiquement impopulaire et qu'il y a des gens qui émergent à gauche et à droite qui peuvent nous damer le pied aujourd'hui sur le plan politique. Oui, Héritier Maïla. Alors, monsieur Adelar Koufi, tout ce que vous dites là, c'est bien, mais en état réaliste, il y a un blocage qui est déjà là par rapport à l'organisation des élections, surtout par rapport aux moyens. Est-ce que, comme vous refusez le dialogue, quelle solution vous pouvez encore donner? La solution, je crois que nous avons essayé, face à cet amalgame, nous avons essayé de lever une option. C'est peut-être l'option du G7 aussi. Bon, c'est une coïncidence qui fait que l'option... l'option a été levée. C'était pratiquement de trouver un modus vivendi. Il fallait couper la poire en deux. C'est-à-dire, comme vous tenez beaucoup, dialogue, il n'appartient pas au gouvernement d'organiser ce dialogue. Faisons en sorte que la CENI soit là, cette tripartite, la CENI. Et puis les experts sont là, la CENI, même ceux qui viennent d'ailleurs, l'OIF, etc. La CENI, disons pas l'opposition, vous voulez dire, la CENI et les autres, peut-être la société civile, c'est ça même, ils pouvaient se retrouver ensemble pour essayer, même les quelques membres, quelques experts, tout ça, puisqu'on sait que la solution est là. Il y a des gens qui réfléchissent bien dans ces domaines, des techniciens. Sauf qu'on ne veut pas tout simplement, on vise autre chose. Les dessous des cartes, c'est autre chose. Donc, si ces gens peuvent se réunir sous l'égide de la CENI, et on peut nous sortir un calendrier quand même, on peut nous sortir tous les nécessaires possibles à ce moment-là qui pourra nous permettre. Et ça, on a demandé ça bien avant. Cela ne peut se dire que ne peut se traiter autour d'une table. Autour d'une table, sans doute que oui, mais ça s'appelle dialogue. C'est que le dialogue, puisque le chef de l'État a dit, quelque part je l'ai suivi, il faut trouver maintenant, essayer de trouver un consensus. Il a même dit un consensus maintenant qu'il a qualifié de quoi? Un véritable consensus. Mais la représentation là au sein de la CENI, ça reflète déjà un consensus. Il y a les gens de l'opposition, il y a les gens de la majorité à la CENI, il y a la société civile, c'est un consensus. Ce sont les gens à qui nous avons confié un mandat quelconque de représenter le parti. Pourquoi on ne veut pas, et on veut absolument s'immiscer là-bas, que ce soit l'affaire de politique? C'est là que ça ne va pas. On est en train de chercher quoi, au juste? Est-ce que M. Adelar Koufi, est-ce que vous ne voyez pas qu'un parti politique comme UDPS, depuis 2012, réclamait ce dialogue, continue à le réclamer? Vous autres partis politiques, bien entendu, de l'opposition, vous ne regardez pas dans la même direction, que votre démarche risque enfin de favoriser ces glissements que vous évitez? La démarche est quelque peu alambiquée. Même l'UDPS aujourd'hui